merci à vous pour cette invitation qui me réjouit et qui me donne l'occasion de parler devant vous d'un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine dans toutes les conférences que nous faisons ensemble avec André à le laisser parler en premier. Ça rend évidemment la chose terriblement délicate après. Enfin, là, c'est une manière d'ouvrir un petit parapluie. Je suis d'accord avec 99% de ce qu'il a dit. Et le 1% qui reste, comme il l'a dit d'ailleurs très bien dans sa conclusion, est à la fois si douteux et si peu important que je ne crois pas que je vais m'y étendre. Je vais simplement le pointer pour ne pas me soustraire à la discussion et je vais immédiatement passer à autre chose. Le seul point de désaccord entre nous, mais il est, comme diraient les popériens, non falsifiable, c'est sur la proposition de Spinoza. C'est le seul point de désaccord. Autrement dit, quand Spinoza dit qu'une chose est bonne, non, je veux une chose, non pas parce qu'elle est bonne, mais c'est parce qu'elle est bonne que je... Non, attends, oh là. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la veux, mais c'est parce que je la veux qu'elle est bonne. Hein. Et d'ailleurs, tu aurais pu évoquer la fameuse phrase de Voltaire, le fameux crapaud qui trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde que sa crapaude. Eh bien, je pense que cette proposition est vraie dans le champ de l'art culinaire, voire dans le champ de l'esthétique, dans lequel d'ailleurs tu t'es réfugié immédiatement, en passant à la Guenon et à Monica Bellucci. Mais qu'elle est fausse sur le plan moral. Je vais faire un argument très mauvais, c'est la réductio ad Hitlerum. Ça n'est pas parce que Hitler voulait vraiment tuer les Juifs que c'était bon moralement. Voilà, l'objection est d'une banalité, d'une trivialité absolue. Elle est à mes yeux indépassable. C'est en tout cas le point de désaccord entre nous. Et je pense qu'on peut argumenter à l'infini sur ces deux propositions sans jamais parvenir à se convaincre l'un et l'autre. Mais je pense encore une fois que c'est d'autant plus délicat qu'elle est vraie sur le plan culinaire et sur le plan esthétique, mais fausse à mes yeux en tout cas sur le plan éthique. Voilà le point de désaccord et personne ne parviendra, à mes yeux en tout cas, et là-dessus je suis à nouveau d'accord avec André, personne ne parviendra jamais à le trancher, ce désaccord. Parce qu'il y a toute une série d'autres arguments qui se mettent en place, et c'est comme une partie d'échecs déjà jouée 1000 fois, et je vais vous l'épargner aujourd'hui. Je voudrais passer à autre chose qui n'est pas en soi plus intéressant, mais qui m'intéresse plus aujourd'hui. Je voudrais évoquer 3 moments de l'histoire européenne qui sont indissolublement à mes yeux des moments historiques et philosophiques. Je dirais 3 traits caractéristiques du temps présent. 3 moments où l'Europe a fait une révolution qui prétendait à l'universel et qui n'était en vérité que particulière, mais peut-être universalisable. 3 moments qui mettent en jeu des valeurs dont l'Europe prétend qu'elles sont universelles alors qu'elles ne sont que particulières, de facto. Et là, je reprends les catégories d'André. 3 moments donc où on met en jeu des valeurs dont l'Europe dit qu'elles sont universelles alors qu'elles ne sont qu'universalisables. Mais je crois qu'elles sont en voie d'universalisation, historiquement parlant. Et je crois que c'est très intéressant d'essayer de les saisir parce que ces 3 traits caractéristiques du temps présent européen, et maintenant on pourrait presque dire occidental, eh bien ces 3 traits caractéristiques de l'universalité européenne forment une espèce de système dans lequel nous baignons tous et dont on a intérêt, je crois, à comprendre les tenants et les aboutissants, y compris pour penser la question qui nous réunit, c'est le passage de l'universel à l'universalisable. Ces 3 traits caractéristiques du temps présent européen, ces 3 moments d'universalité ou d'universalisme européen, c'est 1. L'esprit critique, 2. La mondialisation, 3. Une certaine conception de l'amour, un certain rapport à l'amour qui s'est installé en Europe à partir de l'histoire du mariage d'amour et de la famille moderne. Ce sont les 3 points que je voudrais évoquer et je les trouve tous les 3 tellement passionnants que j'y consacre pratiquement tout mon temps aujourd'hui. Le premier point, l'esprit critique. L'esprit critique qui va être un héritage en Europe de la Révolution française, en tout cas pour nous Français, c'est ainsi que ça apparaît. Cet esprit critique qui va aboutir au XXe siècle à ce qu'on a appelé la déconstruction. Déconstruction des valeurs traditionnelles et des autorités traditionnelles. Et je voudrais insister sur ce point que l'Europe croit universel et qui n'est en vérité que particulier d'abord à l'Europe. Cet esprit critique qui va tourner à la déconstruction, il a pris au XXe siècle une forme extraordinairement frappante dans l'histoire de l'Europe. Nous avons vécu un XXe siècle qui ne ressemble absolument à aucun autre. Jamais ça s'était produit nulle part ailleurs dans l'histoire de l'humanité, ni nulle part avant
même en Europe. Nous avons au XXe siècle déconstruit toutes les figures traditionnelles que nous connaissions, toutes les valeurs traditionnelles, toutes les autorités traditionnelles. Dans l'histoire de la haute culture, c'est très visible. On a déconstruit par exemple la tonalité en musique, la figuration en peinture, les règles traditionnelles du roman, du théâtre et même plus récemment du cinéma. On a également déconstruit les figures traditionnelles, ou en tout cas on a essayé de le faire, de la morale, du surmoi, comme disaient les psychanalystes, des morales religieuses, ou comme on disait en 68, des morales bourgeoises. Et de ce point de vue-là, nous avons vécu une véritable table rase des traditions, comme jamais, j'y insiste, dans l'histoire de l'humanité, nulle part avant, nulle part ailleurs. Et puis quand on regarde non pas l'histoire de la haute culture, l'histoire des avant-gardes, et qu'on regarde l'histoire de la vie quotidienne, eh bien on s'aperçoit, si on prend quelques traits caractéristiques de cette déconstruction, de cet héritage de l'idéologie de la table rase, de l'idéologie révolutionnaire, de l'esprit critique et de la table rase, eh bien on s'aperçoit que là aussi, au XXe siècle, le paysage qui nous entoure a changé en 50 ans plus qu'en 500 ans. La fin des paysans, disent les historiens. Le village dans lequel j'ai passé mon enfance, il a changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Les femmes y faisaient la lessive au lavoir avec ces espèces de raquettes de ping-pong, les battoirs. C'était pas pour animer le syndicat d'initiative locale, c'était comme ça que ça se faisait. Les paysans faisaient les foins avec une faux ou avec une faucille. Quand je dis à ma fille qui a 18 ans faire les foins, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. On se battait avec mes frères pour avoir l'honneur insigne de moudre le café le matin avec un moulin à bras. Mes filles n'en ont jamais vu ailleurs que chez un antiquaire. Et quand vous regardez, par exemple, l'histoire des femmes, mesdames, là encore, on s'aperçoit de la brutalité inimaginable du changement auquel nous nous sommes habitués. La condition féminine en Europe, et plus généralement après en Occident, elle a changé elle aussi probablement davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Quand je dis à ma grande fille, qui a 18 ans toujours, que le dernier canton de Suisse a accordé le droit de vote aux femmes, l'Appenzell, ça se fait le 28 avril, tenez-vous bien, le 28 avril 1991. Elle peut tomber de sa chaise quand elle pense que dans un pays apparemment civilisé d'Europe, eh bien, on n'avait pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il y a là quelque chose qui a changé de manière inimaginable. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. Le rapport, par exemple, à l'homosexualité, qui jusque dans les années 90 était considéré officiellement par l'OMS comme une maladie ou comme une perversion. Je pourrais évoquer d'autres sujets. Prenez par exemple les films sur l'école. Et regardez les beaux films des années 40-50, Les Disparus de Saint-Agile ou Le Topaz de Pagnol, incarné par Jouvet, ces films qui mettaient en scène des salles de classe, et puis comparés avec le film de Bégodeau, Entre les murs. Si le malheureux Topaz, incarné par Jouvet, vous vous souvenez de la dictée, les moutons s'éteignent dans le pré, revenait dans une salle de classe de Bégodeau, il mourrait d'une syncope dans le quart d'heure. Il y a là quelque chose dont la brutalité dans le changement auquel nous nous sommes habitués, qui est quelque chose à quoi nous sommes blasés, si je puis dire, est inimaginable quand on replace les choses dans la perspective de l'histoire. Et l'Europe croit que c'est universel, évidemment, cette histoire-là. Elle pense que cet esprit critique, cette table rase du passé, c'est au fond le propre de l'humanité. Rabot-Saint-Étienne disait déjà, au moment de la Révolution française, « Notre histoire n'est pas notre code ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas prisonniers de la tradition. Nous pouvons la regarder de manière critique et la déconstruire. C'est toute l'histoire du XXe siècle. Cette histoire, elle s'est déroulée au nom d'un concept tout à fait passionnant sur lequel je travaille de plus en plus, à la fois d'un point de vue historique et philosophique, c'est l'invention de la vie de Bohème. L'invention de la vie de Bohème, ça se passe dans les années 1830 à Paris. C'est le petit cénacle avec des gens comme Gérard de Nerval, des admirateurs de Victor Hugo, qui vont inventer ce qu'on a appelé la bohème littéraire, ou parfois on dit la bohème frénétique. Vous avez par exemple un petit livre que je vous conseille qui est absolument magnifique, le livre de Goudot, Émile Goudot, qui s'appelle 10 ans de Bohème. C'est écrit dans les années 1880. C'est le fondateur du groupe des hydropathes, ces petits groupes d'étudiants qui vont prétendre inventer un monde nouveau. C'est comme dans la chanson d'Aznavour, en déconstruisant d'abord les traditions, les valeurs traditionnelles, les autorités traditionnelles. Ces jeunes gens qui sont les contestataires de l'époque. Les 68ards de l'époque, le mot n'existe pas encore, contestataire, mais la chose y est. Ces jeunes gens qui ont déjà des cheveux longs, des barbiches, ils fument du hashish ou de l'opium, on dit, dans des pipes en écume ou en terre. Ces jeunes gens dont un petit livre
d'un auteur allemand qui s'installe en France, qui s'appelle Heinrich Mürger, il va devenir Henri Murger, va retracer l'histoire. Ce petit livre est le premier à mettre dans son titre l'idée de Bohème. Il s'appelle « Les scènes de la vie de Bohème ». On a tous oublié ce livre, ou presque tous. Les mélomanes s'en souviennent pour une raison, c'est qu'il va servir de livret à un opéra qui, lui, est encore joué dans le monde entier, qui est le fameux opéra de Puccini. Eh bien, ce livre raconte la vie de ces jeunes gens qui vont donc à tout prix vouloir faire table rase du passé, déconstruire le passé pour, comme dira Rimbaud un peu plus tard, la vraie vie est ailleurs, inventer cette vraie vie qui est ailleurs et qui ne peut pas être dans les traditions bourgeoises ou encore pire dans les traditions aristocratiques. Ce moment de déconstruction, il va s'incarner, et c'est une histoire extrêmement passionnante, très amusante en même temps, dans des petits groupes qui vont se donner des noms et dont nous avons oublié la plupart du temps comment ils sont passés dans le langage courant. Ces petits groupes d'étudiants qui s'appellent par exemple les je m'en foutistes. C'est de là que ça vient. Parce qu'ils se foutent de la réussite sociale des bourgeois, ils bouffent du bourgeois tous les matins au petit déjeuner. Ces petits groupes qui s'appellent encore les fumistes, parce qu'ils fument justement de l'opium dans ces jolies petites pipes en terre. Ces petits groupes qui s'appellent encore les hirsutes, ils sont comme l'ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Ils ont l'air de tomber du lit. Et hirsutes, ça signifie quelque chose qui est de l'ordre de l'art brut, c'est-à-dire ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas policés. Ils ne sont pas embourgeoisés, comme on dirait. Il y a aussi les incohérents qui inventent des objets surréalistes avant la lettre, les peignes pour chauves, les balançoires de mur. Et leur plaisir immense, c'est de voir les bourgeois passer devant ces expositions et dire « Mon Dieu, tout fout le camp, les jeunes d'aujourd'hui, ma bonne dame ». Et le discours déclinologique s'invente exactement au même moment que le discours bohème. Et l'Europe voit dans ce moment, encore une fois, de déconstruction d'esprit critique, un moment d'émancipation de l'humanité. La thèse que je défends depuis longtemps, depuis un livre que j'avais écrit avec mon ami Alain Renaud, La pensée 68, est la suivante, et ça fait le lien avec le deuxième trait caractéristique du temps présent. Je ne perds pas le fil conducteur. Il s'agit aux yeux de l'Europe de moments d'universalisme, et je maintiens que ces moments d'universalisme ne sont pas universels, mais en voie d'universalisation. Eh bien, le lien avec la mondialisation est le suivant. L'idée que j'ai depuis très longtemps, c'est au fond la suivante, c'est qu'il fallait, je vais le dire très ramassé, que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous puissions entrer dans l'ère de la consommation sans laquelle le capitalisme ne pouvait pas s'épanouir. Autrement dit, pour dire les choses brutalement, sous les pavés, il n'y avait pas la plage, ça se saurait, sous les pavés, il y avait la mondialisation libérale. Autrement dit, l'agent principal, le moteur de la déconstruction, ce ne fut pas la bohème. La bohème ne fut dans cette histoire très largement qu'une apparence. L'agent de la déconstruction, ce fut bien évidemment l'histoire de ce que le regretté Georges Marchais appelait le grand capital, l'histoire de l'émergence de la mondialisation libérale. Encore une fois, il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que le capitalisme puisse s'épanouir. Ou je vais le dire encore d'une dernière manière, si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, elles n'achèteraient pas 3 téléphones portables par an. C'est ça la vérité des choses. Je crois qu'il y a là quelque chose qui mérite réflexion, et notamment peut-être, même si c'est anecdotique en apparence, c'est évidemment un artifice rhétorique de ma part, mais pas seulement, la réconciliation du bohème et du bourgeois dans la figure du bobo à la fin du XXe siècle est extrêmement significative. Qui aujourd'hui achète les tableaux d'art contemporain ou d'art moderne ? Évidemment pas les ouvriers, les prolétaires. Ils n'ont ni les moyens d'acheter un Basquiat ou un Rothko, mais pas même l'envie. Ils sont comme votre serviteur. Ils préféreraient, comme on dit dans les familles, que ce soit bien peint. Qui achète aujourd'hui et supporte, au sens anglais du terme, les fondations d'art contemporain? Évidemment, ce sont des grands capitaines d'industrie, ce sont les Bernard Arnault, les François Pinault, qui sont passionnés par l'art contemporain pour une raison qui est absolument fondamentale, c'est qu'ils voient dans cette logique de la table rase et de l'innovation radicale, qui fut celle de l'art contemporain, une logique qui est désormais celle de l'entreprise. Une entreprise qui n'innove pas dans le contexte de la mondialisation disparaît. Ils sont les Picasso du téléphone portable, de l'ordinateur ou de la voiture, parce qu'il leur faut à tout prix innover, et ils sont fascinés, évidemment, par cette logique de l'innovation qui a marqué les avant-gardes. Et la mondialisation, cette logique du benchmarking, de la compétition généralisée, va être ce deuxième moment d'universel, c'est-à-dire
d'universalisable, d'universalisation en voie d'accomplissement, et même largement aujourd'hui accompli, que l'Europe va apporter au monde. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Si j'avais un peu plus de temps, je m'y arrêterais assez longtemps parce que c'est passionnant. La mondialisation, c'est deux choses dans l'histoire de l'Europe. Une qui a à voir avec les valeurs de science qu'évoquait tout à l'heure André, une autre qui touche beaucoup plus à l'économie, à la morale et à la politique. La mondialisation, c'est d'abord, dans l'histoire de l'Europe, si on la regarde d'un point de vue philosophique, la révolution scientifique. Quand on y réfléchit, la révolution scientifique, disons de Kepler à Newton, en passant par le principe d'inertie de Descartes, cette révolution scientifique, elle va voir apparaître des valeurs de vérité, car la vérité est aussi une valeur, on peut l'aimer, eh bien, on va voir apparaître des valeurs de vérité qui ont, pour la première fois, un statut d'universalité. Le principe de la gravitation universelle, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les aristocrates comme pour les roturiers, pour les puissants comme pour les faibles, pour les Chinois comme pour les Indiens, les Français, les Allemands. Et via les écoles, ça va s'étendre sur la planète entière. Or, cette révolution scientifique, faites attention à ce point qui est à mes yeux peut-être l'idée la plus importante et la plus puissante que j'ai rencontrée dans ma vie sur le plan historique, économique et politique, et même moral. Au moment où la première mondialisation apparaît, elle est portée par un gigantesque projet de civilisation comme notre président de la République en rêverait. Regardez le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Tous les grands esprits d'Europe vont écrire sur ce tremblement de terre qui fait probablement 50 ou 100 000 morts dans la journée. Que disent-ils? En gros ceci: la nature est méchante, à l'époque on n'est pas du tout écologiste, la nature est mauvaise, elle nous envoie des catastrophes, mais grâce au progrès des sciences et des techniques, nous allons pouvoir prévoir et par conséquent prévenir les catastrophes, et donc, voilà l'idée de civilisation qui est derrière ce progrès scientifique, et par conséquent nous allons pouvoir émanciper l'humanité, la rendre plus libre et la rendre plus heureuse. Autrement dit, le projet scientifique lui-même n'est pas un projet technique à l'époque, il est englobé dans un projet de civilisation, de liberté et de bonheur, le bonheur une idée neuve en Europe, comme dit Saint-Just, qui a une prétention à l'universalité, à s'étendre au monde entier. Qu'est-ce que c'est que la deuxième mondialisation, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés, celle qui est cachée sous l'histoire des Bohèmes, qui furent, si vous permettez cette métaphore un peu rude, mais elle est hélas, je crois, assez vraie, les Bohèmes furent les cocus de l'histoire, ils ont été le bras armé de cette émergence de ces bourgeois qu'ils méprisaient un siècle plus tôt. Eh bien, quand vous regardez la deuxième mondialisation, celle dans laquelle nous baignons aujourd'hui, c'est ce monde de la compétition universelle, cette deuxième mondialisation, cette logique du benchmarking, c'est une logique qui va s'affranchir, et c'est le problème, à mes yeux, politique numéro 1 aujourd'hui. Cette mondialisation, elle va s'affranchir totalement de toute espèce de finalité et de projet de civilisation. Pourquoi? Le type qui fabrique ce que j'ai à la main, le chef d'entreprise qui fabrique ça, ou n'importe quel objet technique que vous voudrez imaginer, il sait une chose, à coup sûr, c'est que si le téléphone portable qu'il met sur le marché dans 3 mois n'est pas plus performant que celui que je tiens en main, s'il n'y a pas plus de pixels, s'il n'y a pas un écran tactile, s'il n'y a pas une mémoire plus importante, une connexion Internet 3G, ce n'est pas une question de projet, ce n'est pas une question de philosophie, de littérature ou de poésie, même pas de politique. Purement et simplement, il est mort. Il est balayé par la logique de la compétition. Réfléchissez à ce que ça signifie, ce moment mondialisation, ce trait caractéristique qui est devenu universel aujourd'hui et qui vient de l'Europe. Eh bien, ça signifie une chose, c'est que notre rapport à l'histoire a changé du tout au tout. Pour un Voltaire, pour un Kant, l'histoire avançait par rapport à un objectif de civilisation grandiose, l'émancipation des hommes, peut-être le bonheur de l'humanité, en tout cas l'émancipation, la liberté. Aujourd'hui, nous avançons non pas mus par la représentation d'une fin, d'un objectif, mais poussés dans le dos, et encore je suis poli, par l'impératif d'innover ou de mourir. En quoi mon chef d'entreprise est bien le Picasso du téléphone portable. Il est obligé, lui aussi, d'innover en permanence. Que dit-il à ses troupes? Ne vous embourgeoisez pas, leur dit-il. Réveillez-vous, inventez des idées neuves. Marx avait parfaitement raison sur ce point. Le capitalisme, c'est la révolution permanente, c'est ce moment d'universel que l'Europe va apporter au monde. Apporter n'est pas un jugement forcément positif, d'ailleurs. 3 conséquences de cette mondialisation, de ce moment universel, d'universel européen, qui va encore une fois gagner le monde entier aujourd'hui. Personne n'y échappe. 3 conséquences terribles qui méritent réflexion. Première conséquence, la perte de sens, comme je viens de le dire. Nous avançons incroyablement vite, mais personne ne sait vers quoi ni pourquoi.
Dans 3 mois, dans 2 mois, un nouvel iPhone sortira. Nous l'achèterons les uns les autres, ou si vous ne l'achetez pas, vous achèterez un BlackBerry ou un Nokia. Mais personne dans la salle n'est assez stupide pour s'imaginer pour autant qu'il sera plus libre et plus heureux. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Deuxième conséquence gravissime, nous avons très largement perdu le contrôle sur le cours du monde. Ce cours du monde nous échappe très radicalement. Pourquoi ? Parce que les foyers de compétition, qui sont comme autant de petits moteurs de l'histoire, sont en nombre infini et aucun d'entre nous n'en a ni la visibilité ni la maîtrise. Troisième conséquence qui mérite aussi réflexion, quand on se demande ce que l'Europe apporte d'universel au reste du monde. L'Europe, puis l'Occident, puis le reste du monde sont gagnés par ce deuxième trait caractéristique du temps présent, eh bien, je dirais les contradictions culturelles et morales de l'homme de droite ou du chef d'entreprise, ce qui, pour moi, revient au même. Je sais qu'il y a des patrons de gauche, mais comme disait Gabin dans un très beau film, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Ce que j'appellerais, et je le dis à mes amis de la droite républicaine, je suis un républicain de droite et je ne renie pas cette conviction et je ne vais pas m'inscrire au NPA ce soir même. Ce n'est pas parce qu'on est un libéral ou un républicain de droite qu'on est obligé d'être idiot. Regardons ce monde en face. Quelle est la contradiction culturelle qu'induit ce deuxième moment d'universalité que nous léguons au reste du monde, nous, Européens? La contradiction culturelle, elle est en gros la suivante, c'est que mon chef d'entreprise, comme chef d'entreprise, il est révolutionnaire. Il veut innover, innover, innover. Et il dit à ses troupes, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous embourgeoisez pas. Ne vous encroûtez pas. Ne restez pas dans une optique traditionnelle et répétitive. Innovez. Apporter des choses, sinon nous allons être balayés par le benchmarking, nous allons être avalés par les concurrents. Mais quand il rentre chez lui, ce chef d'entreprise, il est généralement hyper conservateur, pour ne pas dire réactionnaire. Qu'est-ce qu'il dit quand il voit que sa fille a invité par malheur la classe de son petit-fils qui a 8 ou 9 ans pour un goûter d'anniversaire? Il voit débouler dans son salon une collection de petits barbares, de petits sauvageons qui sont infoutus de lui dire bonjour monsieur, qui sont infoutus de lui dire au revoir monsieur, qui lui diront évidemment pas merci. Si jamais on a le malheur de parler de musique, de littérature, d'art ou d'histoire, c'est le désert des Tartares. Il pense que tout ça décline ferme et puis comme les ministres de l'Éducation sont des gens foutres et que le mammouth n'est pas réformable, ça ne va pas s'arranger. En quoi mon chef d'entreprise, au demeurant, est loin d'avoir tort? Le seul problème, et je le lui dis fraternellement, amicalement en tout cas, le seul problème, c'est qu'il est l'unique responsable, lui et les siens, de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il veut que mes filles achètent ces fichus téléphones portables. Il veut donc à tout prix les transformer en consommateurs addictifs, nos enfants. Et que fait-il pour ça? Des grandes campagnes de publicité dont Patrick Lelay avait expliqué, patron de TF1, le fin mot quand il avait dit « Vous savez, mon métier, c'est pas très compliqué, ça consiste à accorder à mes collègues chefs d'entreprise des temps de location de cerveau vide. » C'était ça. Eh bien, je crois qu'il faut dire à notre chef d'entreprise et d'une manière générale à la droite républicaine qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. On ne peut pas avoir des enfants traditionnalistes bien élevés et fabriquer un monde de la consommation addictive. Il faut choisir. D'ailleurs, pour nous, c'est un vrai sujet. Et c'est le sujet majeur à mes yeux que pose, en tout cas l'un des thèmes majeurs que pose ce deuxième moment d'universalité qu'est la mondialisation, c'est encore cet héritage que l'Europe va donner au reste du monde. Eh bien, la question, nous devons nous la poser. Est-ce que nous voulons un peuple de citoyens ou un peuple de consommateurs? Ça n'est pas la même chose, chers amis. Et l'idée que ça va se réconcilier parfaitement est une idée irénique. Je dis donc à mon chef d'entreprise, en italien, c'est quelqu'un que vous connaissez qui m'avait appris ça en d'autres temps, eh bien, en italien, ça se dit « on ne peut pas avoir le tonneau plein et la femme ivre ». Oui, c'est assez... ça en dit long sur le... Chacun, c'est assez joli. Mon dernier point, et vous verrez comment ces 3 traits caractéristiques de l'universalisme européen, l'esprit critique qui tourne à la déconstruction, la mondialisation qui, de facto, s'étend au monde entier avec toute une collection de valeurs que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont fondamentales et qui sont les valeurs du libéralisme, en gros. Et puis, le 3e trait, il est fascinant. C'est le plus intéressant des 3, celui qui me passionne le plus, mais les 2 autres méritent aussi qu'on s'y arrête. C'est l'invention de ce que j'appelle le sacré à visage humain, la sacralisation de l'humain,
Je le redis à mon ami André, puisque nous avions eu cette discussion, qui n'a rien à voir avec l'idolâtrie, qui ne consiste nullement à dire que les humains sont épatants. Manifestement, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que c'est rarement le cas, et ce n'est pas le sujet. Il s'agit simplement de dire que, je vais expliquer pourquoi, les seuls êtres aujourd'hui pour lesquels nous serions prêts à nous sacrifier, ce sont des êtres humains. Ou pour le dire encore autrement, les très grands motifs traditionnels du sacrifice ont disparu d'Europe. Quels ont été les grands motifs du sacrifice dans l'histoire de l'Europe? Prenez les grands motifs de guerre dans lesquels les petits humains européens sont partis se faire massacrer la fleur au fusil. Il y en a trois. Il y a Dieu, les guerres de religion, la patrie, la dernière guerre mondiale a fait quand même un peu plus de 50 millions de morts, ce qui est pas mal, et probablement le communisme, l'idée révolutionnaire, qui a fait, à ce qu'on dit, à peu près 120 millions de morts dans le monde. Nous avons là les trois grands motifs du sacré ou du sacrifice en Europe. Eh bien, je prétends que ces trois grands motifs du sacrifice ont totalement disparu d'Europe, en tout cas dans les jeunes générations. Plus personne n'est prêt aujourd'hui à mourir, ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la Révolution. Du moins en Europe, il y a des fous de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas toujours chez nous. Et je ne crois pas que notre sympathique facteur à grosses joues soit prêt à mourir pour l'augmentation du SMIC. En tout cas, ça lui passera avant que ça me revienne. J'ai beaucoup d'amis à droite qui sont nostalgiques de la patrie. J'ai beaucoup d'amis à gauche qui disent « Oh oui, en effet, nous étions maoïstes en 68, c'était très bête, mais enfin au moins c'était vivant, il y avait de l'utopie, il y avait du charme. » Je n'ai aucune nostalgie, ni de la patrie, ni de la Révolution. Je pense que la liquidation par l'histoire de la déconstruction que j'ai évoquée tout à l'heure, de ces motifs de sacrifice, de ces visages du sacré mortifère, je pense que leur liquidation est la meilleure nouvelle, même pas du siècle, du millénaire. Champagne, il ne faut pas être nostalgique de ces entités passées, il faut voir ce qui apparaît à la place. Et ce qui apparaît à la place, c'est quelque chose, là aussi, qui tend à l'universalité. C'est une valeur universalisable. Que l'Europe prend un universel, ça n'est pas encore le cas. C'est une certaine forme d'amour, un certain rapport à l'amour qui est né de l'histoire de la famille moderne et dont je voudrais vous dire un petit mot pour expliquer justement ces aventures, ces métamorphoses du sacré, ce passage du sacré d'entité abstraite, Dieu, la patrie, la Révolution, à une incarnation, je dirais, dans l'humanité, qui ne signifie pas, encore une fois, que l'humanité soit épatante, mais que les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies aujourd'hui, ce sont pour la plupart d'entre nous, en tout cas, des êtres humains et non plus des concepts ou des autorités traditionnelles. Eh bien, l'histoire du mariage d'amour et de la famille, ça va être le troisième universel que l'Europe va léguer au monde entier. Et je pense qu'elle va y parvenir. En gros, ce que nous apprennent les historiens du Moyen-Âge, les grands médiévistes, notamment les élèves de Philippe Ariès, je pense à des gens comme Edward Shorter, très beau livre, La naissance de la famille, ou lisez, le plus simple, si je peux me permettre un conseil de lecture, lisez la merveilleuse petite nouvelle de Maupassant qui s'appelle Jadis, et qui raconte les deux visions du mariage. La vision ancienne, celle de la grand-mère, pour laquelle le mariage n'a rien à voir avec l'amour, et puis la vision moderne, la vision de la jeune fille, qui, elle, pense que le mariage est fondé sur l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Eh bien, les historiens nous l'apprennent, les historiens du Moyen-Âge, et ils nous apprennent ceci. En gros, ils nous disent, au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour. On se marie pour un autre motif qui est ce qu'on appelle le lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et la transmission du patrimoine. C'est pourquoi l'aîné est de loin le plus important des enfants. Et puis, de toute façon, on ne se marie pas au Moyen-Âge, on est marié même pas par ses parents, mais par le village tout entier, comme en témoigne cette pratique que les historiens ont longuement analysée, qui est la pratique du charivari. Quand un homme est cocu ou battu, ce qui est encore pire, quand il est battu ou cocu, eh bien, battu par sa femme, bien sûr, eh bien, comme c'est le village qui a marié les gens, que le mariage n'est pas un choix individuel, n'est pas un choix d'amour, mais c'est une association de pré, de terrain, de famille. Eh bien, comme les jeunes gens ont été mariés, comme vous le voyez dans la Var, les jeunes gens sont mariés de force par le village tout entier, eh bien, quand on enfreint la loi du mariage, et donc qu'on a affaire à un mari cocu, on l'assied à l'envers sur un âne, on le tape, on lui jette des légumes pourris à la figure, on lui jette de la peinture rouge, par exemple, et puis on remet les époux dans la maison et on tape pendant 48 heures avec des pelles, des pioches, des bêches, des casseroles, des poêles, tout ce qui fait du bruit, et ça s'appelle le charivari. Et ça prouve une chose, c'est qu'à l'époque, le mariage n'est pas une affaire privée, c'est pas un choix libre, c'est une affaire de la communauté villageoise tout entière. Aujourd'hui, quand vous croisez quelqu'un qui est cocu, c'est pas le premier sujet de conversation que vous mettez sur la table, en principe. Vous savez que c'est une affaire privée.
Là, ça n'est pas une affaire privée. Comment est-ce qu'on passe du mariage traditionnel au mariage d'amour, qui va entraîner des conséquences abyssales? C'est le dernier universel. Eh bien, on y passe de la manière suivante. Étrangement, c'est le capitalisme qui va inventer le mariage d'amour. Pourquoi? Parce que quand le capitalisme, je vais très vite, mais le raisonnement est le bon, quand le capitalisme invente le marché du travail et le salariat, eh bien, ça va avoir un effet incroyablement corrosif sur ces communautés villageoises, paysannes et religieuses que sont les villages d'Europe, et notamment de France, avec l'Église au milieu, la vieille qui répand les rumeurs derrière ses rideaux, et puis le curé qui marie les gens. Eh bien, la petite jeune fille, mettez-vous à sa place, qui va par exemple s'arracher à cette communauté villageoise pour monter travailler à la ville, par exemple dans une usine de boîtes de sardines, la petite Bretonne qui a 15-16 ans. Eh bien, pour la première fois de sa vie, elle échappe au contrôle social du village où elle est mariée de force. Et puis, pour la première fois de sa vie, elle a un salaire, si petit soit-il, une autonomie financière. Elle n'en avait jamais eu avant. Double liberté, anonymat, autonomie financière. Que croyez-vous qu'il arriva? Cette petite jeune fille, elle va décider non plus d'être mariée de force, mais de se marier. Et du coup, si possible, de se marier par amour. Deux conséquences de la naissance du mariage d'amour, deux conséquences abyssales. On croit toujours que c'est l'histoire des idées qui fait l'histoire. C'est une énorme erreur là-dessus. Le vieux Marx a encore raison. Deux conséquences abyssales. Premièrement, la laïcité. La laïcité est née en Europe, non pas des Lumières. La laïcité est née de l'histoire de la famille, évidemment, et de l'arrachement des individus à cette communauté religieuse qu'était le village. Et deuxième conséquence, l'invention du divorce. Si vous fondez le mariage sur l'amour et non plus sur l'économie, la biologie et le lignage, vous fondez le mariage sur quelque chose qui peut varier. Et si l'amour n'est plus là, on se sépare. Troisième conséquence, la sacralisation des enfants. Je rappelle toujours que Montaigne écrit à un de ses amis « J'ai perdu 2 ou 3 enfants en nourrice ». Est-ce qu'il y a un père de la famille dans la salle qui pourrait prononcer cette phrase? Bach a perdu 10 enfants, Luther a perdu 10 enfants, Rembrandt, je lisais ça dans le livre de mon ami Todorov, perd ses 3 premiers enfants. On en avait du regret, mais enfin, voilà, il y avait de toute façon, par exemple, Shorter raconte que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait plus de 90% de mortalité infantile dans la première année. Je cite dans mon livre sur la famille le cas d'une nourrice à laquelle on confie 20 enfants dans l'année, elle n'en rend pas un seul vivant. Et elle n'est pas mise en examen, ça ne choque absolument personne. C'est fait pour. On sait aussi que l'emmaillotage était une forme de mise à mort. On a là un rapport à l'enfant qui naît du mariage d'amour, qui va évidemment bouleverser les choses. Eh bien, cette sacralisation de l'humain qui va naître du mariage d'amour, elle va prendre la place pratiquement de toutes les autres formes de sacré, au sens où je l'entends, au sens de ce pourquoi on peut se sacrifier. Le sacré n'est pas tant dans cette perspective l'opposé du profane que le motif du sacrifice, et par conséquent, réfléchissez-y aussi, le motif de sens ou de définition de la vie bonne. Je termine maintenant. Quand vous mettez les 3 traits caractéristiques ensemble, la déconstruction des valeurs traditionnelles, la mondialisation qui est derrière, et qui est le vrai moteur de la déconstruction, et paradoxalement cette sacralisation de l'humain qui va sortir de l'histoire du capitalisme moderne via celle du mariage d'amour et de la famille moderne. Eh bien, vous arrivez à une conclusion qui est la suivante. Elle sera double et je m'arrêterai là. Le premier aspect de cette conclusion, et vous voyez que les trois traits caractéristiques de l'universalisme européen vont ensemble. Ils forment un système, avec la mondialisation au milieu, d'un côté la déconstruction, de l'autre la sacralisation. Eh bien, la première conséquence, c'est que nous sommes dans une situation qui est assez tragique. Pourquoi? Elle est passionnante, mais tragique, parce qu'à la fois nous sommes plus exposés que jamais aux tourments sentimentaux, et notamment, pour la plupart d'entre nous, le deuil de l'être aimé sous toutes ses formes devient le problème le plus difficile à penser et à vivre. La mort d'un enfant, par exemple, mais aussi une séparation. Ça peut être une véritable catastrophe dans une vie, et la mort d'un enfant ou d'un être cher à coup sûr. Et donc nous sommes plus exposés que jamais au terme de cette histoire sentimentale et amoureuse. Nous sommes plus exposés que jamais au tourment du deuil et moins protégés que jamais, car nous nous sommes éloignés des filets de sécurité de la religion. Nous n'avons plus la foi du charbonnier. Même les croyants n'ont plus la foi qu'avaient les hommes du Moyen-Âge. On le voit, ce n'est pas une opinion personnelle, dans les travaux d'Ariès, la description des rites mortuaires, la façon, le rapport à la mort a changé exactement en même temps que le rapport à l'amour.
Que cherchons-nous aujourd'hui dans cette perspective-là? Et je reviens à un thème plus directement philosophique et qui nous relie, André et moi. Nous cherchons ce que l'un comme l'autre nous appelons une spiritualité laïque, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle une définition de la vie bonne. Je parle de salut sans Dieu ou de salut sans la foi, une définition de la vie bonne qui est, je dirais, au-delà de la morale, après la religion, thème que nous avons développé tous les deux dans la préface de notre livre commun, La sagesse des modernes. Et voilà pourquoi je me suis intéressé aux mythes grecs. Et je conclus avec ça. Je me suis intéressé aux mythes grecs parce que j'ai fini par les comprendre en partant de l'histoire d'Ulysse, que je vous rappelle en quelques mots sur ce point précis. Vous savez qu'Ulysse a fait la guerre de Troie pendant 10 ans, il est grec, il fait la guerre contre les Troyens. Vous savez qu'il a réussi à faire gagner la guerre aux Grecs grâce à son fameux cheval qui rentre dans la ville de Troie. Et puis après, il va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Et Poséidon, parce qu'il a crevé l'œil d'un de ses fils, le cyclope Polyphème, va lui pourrir la vie, mettre des embûches. Ulysse veut à tout prix rentrer chez lui à Ithaque, retrouver Pénélope, Laërte et Télémaque, sa famille, les siens, et surtout il veut retrouver son palais, il veut être là où, au fond, la guerre l'a empêché de vivre pendant 20 ans. Et puis il y a un moment où il aborde sur l'île de Calypso. Calypso est une divinité sublime. Calypso en grec, ça veut dire celle qui cache. Calyptein veut dire cacher. Calypso tombe folle amoureuse d'Ulysse et elle va le cacher, le garder caché sur son île pendant 7 ans. Et puis, à un moment, pour des raisons d'ailleurs passionnantes que je ne vais pas vous raconter, Zeus donne l'ordre à Calypso de laisser rentrer Ulysse. Et Calypso est désespérée. C'est une divinité, elle est immortelle. Elle dit à Ulysse, pour le garder, si tu restes avec moi, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Elle ajoute d'ailleurs, c'est amusant, la jeunesse à l'immortalité parce qu'elle pense à un précédent fâcheux, celui d'une divinité comme elle, Aurore, une fille de Titan, une titanite, qui elle aussi est tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon. Et comme elle était amoureuse de lui, elle lui a donné aussi l'immortalité. Simplement, elle a oublié la jeunesse. Bon, pas de bol. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient un vieux crouton intégralement impropre à la consommation, elle le transforme en cigare. C'est comme ça dans le texte d'Homère, hein, c'est pour dire, ils ont vraiment de l'humour. Et donc la petite Calypso, elle dit à Ulysse, si tu restes avec moi, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et Ulysse refuse, et ce refus donne tout le sens de la mythologie grecque, c'est-à-dire la première spiritualité laïque en Europe. Parce que Ulysse pense qu'au fond, il vaut mieux accepter la mort et la condition de mortel, et qu'une vie de mortel réussie, donc une vie qui accepte la mort, est préférable à une vie d'immortel raté. Et pour lui, une vie de mortel réussie, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas, mais toute la philosophie grecque partira de là, c'est une vie en harmonie avec l'ordre cosmique, une vie dans laquelle on a retrouvé sa place dans l'univers. Eh bien, cette première spiritualité laïque en Europe, c'est au fond l'équivalent que nous cherchons aujourd'hui. Dans ces 3 moments d'universalisme que j'ai décrits, ces 3 moments d'universalisme, ils ont des côtés magnifiques, ils ont des côtés détestables. Ils nous lèguent surtout ce que je considère comme la question européenne, quand on réfléchit au problème de l'universalité, beaucoup plus importante que la question des droits de l'homme. Il nous lègue aujourd'hui la question de la sagesse des modernes, c'est-à-dire la question de la spiritualité laïque, autrement dit la question de savoir ce qui conviendrait aujourd'hui, et non pas au temps des Grecs, à cet idéal qui est celui d'Ulysse, c'est-à-dire cet idéal de trouver une sagesse ou une spiritualité pour ceux qui acceptent la mort et qui donc ne sont pas dans les refuges. Je sais que c'est un peu dur pour les religions, c'est peut-être un peu réducteur, mais dans les refuges protecteurs de la religion. Et pour moi, la question de l'universalisme aujourd'hui, c'est cette question, la question de l'universalisme européen aujourd'hui, elle se résume à cela, et au fond, c'est ce qu'on appelle la philosophie même. Merci beaucoup de votre attention. Merci Luc Ferry.